Bonsoir, mesdames, messieurs. En général, quand on propose un regard historique sur les séries, on remonte au moins jusqu'au feuilleton de la presse au XIXe siècle et on cite toujours la date fatidique de 1836 avec le premier roman feuilleton publié dans le journal, justement, La Presse, La vieille fille de Balzac. Or, il se trouve que si effectivement le roman feuilleton a été inventé au moment de la grande modernisation de la presse, l'idée même de séries éditoriales, l'idée même de romans inscrits dans des séries a une antériorité beaucoup plus profonde. Je ne vais pas pouvoir explorer avec vous toutes les pages de cette antériorité, et donc je vais vous parler de trois exemples: le roman baroque, la bibliothèque bleue et une série de séries que j'ai, faute de mieux, qualifiées de séries cohérentes. Vous allez voir de quoi il s'agit tout à l'heure, sachant évidemment qu'à l'horizon de toutes ces observations que je vais essayer de faire, il y a bien sûr la réalité à la fois culturelle, intellectuelle, narrative, médiatique, sociale de la série telle que nous autres l'entendons en ce début de XXIe siècle. Donc je vais vous laisser à vous le soin de tirer les liens explicites entre les observations que je ferai et nos expériences de la série et notamment, bien sûr, des séries télévisées. Premier point, donc, les romans baroques, et j'aimerais vous donner seulement deux exemples avec deux romans extrêmement célèbres à leur époque que peu de gens lisent aujourd'hui, et s'ils les lisent, c'est dans des séries d'extraits, des compilations d'extraits, pour la simple raison que ces romans, comme vous le voyez, sont énormes. On a ici l'Astrée, un des romans les plus fameux du XVIIe siècle européen, près de 6000 pages. Vous allez voir que ça n'est encore pas grand-chose par rapport à d'autres exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une publication qui dure dans le temps. On va revenir sur cette idée, 1607-1628, et aussi une publication qui est fragmentée. On a des parties, on a des livres, et à l'intérieur des livres, on a des chapitres ou parfois des histoires. Et donc, finalement, c'est un recueil qui réunit, dans le cas de l'Astrée, roman pastoral, un sommet du roman pastoral, du moins du roman pastoral français, une quarantaine d'histoires. Alors, c'est un sujet en soi que l'Astrée, mais vous voyez qu'avec ces pages de frontispice et la page de titre du dernier volume, nous avons une illustration de cet ensemble qui a été produit, en tout cas du point de vue éditorial, parce que du point de vue scriptural, c'est encore une autre chose, mais qui, du point de vue éditorial, a donc été produit pendant une bonne vingtaine d'années. Il est vrai, et ça n'est pas le cas de tous les romans de ce type, il est vrai par un seul auteur identifié et dont le nom figure, comme vous le voyez, sur les pages de frontispice. Donc, Honoré d'Urfé, effectivement, l'auteur de l'Astrée, mais on reviendra sur la question de l'auctorialité, donc la question du statut de l'auteur, dans un petit moment. Donc ça, c'est un cas, et puis je vous en ai promis un autre, mais vous voyez tout de suite le chiffre, 13 000 pages, c'est plus du double de ce que nous avons vu avec l'Astrée. Ce sont les Madeleine et Georges, donc frères et sœurs de Scudéry, qui écrivent ce roman. Vous le voyez avec une plage de temps beaucoup plus restreinte en ce qui concerne l'édition de ces 13 000 pages, 1649-1653, mais là aussi, on a des parties, on a des livres et on a des histoires. Donc il y a
un découpage chiffré, un découpage que l'on peut même matérialiser, parce que les livres ne sont pas seulement des concepts ou des notions, mais aussi des réalisations physiques par l'impression. Mais les histoires, elles, circulent de livre en livre, elles ne sont pas forcément, elles n'obéissent pas forcément au principe de division adopté pour les parties et les livres. Et donc vous avez ici ces publications qui font l'objet d'une très vive concurrence du côté des libraires. Vous savez qu'à l'époque, les droits d'auteur ne sont pas encore établis comme ils le seront au début du XIXe siècle, du point de vue légal. Et donc la production des livres qui marchent, qui se vendent, et figurez-vous que cette série de 13 000 pages en fait partie, eh bien, la production de livres qui commercialement marchent, qui ont du succès, fait immédiatement l'objet de contrefaçons, d'éditions pirates, d'éditions concurrentielles, aussi bien dans l'espace francophone que dans les autres pays de l'Europe. Et donc, ce roman baroque qui se caractérise par cette ampleur tout à fait extraordinaire nous permet de tirer quand même quelques observations qui, je crois, pourront nous être un petit peu utiles pour penser la question de la série. Alors, il y a dans ces romans certains traits de sérialité que j'aimerais très rapidement commenter. D'abord, comme vous l'avez vu, ce sont des romans qui sont immenses et surtout des romans qui sont potentiellement sans fin, c'est-à-dire qu'on ne cesse de rencontrer ce qu'on appelle des fins intermédiaires. Il y a des suspensions, on croit que c'est fini, et du moment qu'il y a du succès, que les lecteurs en demandent, que les libraires, les imprimeurs en redemandent, alors on fait rebondir l'intrigue. Donc ce sont des romans que l'on commence à écrire sans savoir ni quand ni comment on les terminera. Et ça, évidemment, c'est tout à fait intéressant et vous voyez très bien les parallèles qu'on peut faire avec le monde d'aujourd'hui. Donc, ces romans potentiellement sans fin. Ensuite, ce qui est aussi un mot absolument central quand on s'intéresse aux séries, qui est la question des intrigues. Ces intrigues, elles sont multiples. Elles sont le plus souvent construites de manière extrêmement complexe, elles s'entrecroisent, elles se mélangent, le lecteur se perd, et visiblement, puisque ce sont des livres à succès, les lecteurs et les lectrices aiment se perdre dans ces immenses continents romanesques. Et ces intrigues, elles sont construites de telle manière qu'elles puissent précisément, comme je le disais à propos des fins intermédiaires, qu'elles puissent générer une suite, des suites, une suite de la suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc des séries de suites. Et donc ça s'observe déjà de manière tout à fait spectaculaire dans tous ces romans, sachant par ailleurs, mais ça c'est peut-être une parenthèse un peu plus spécifiquement littéraire que par exemple télévisuelle, sachant par ailleurs que très souvent ces histoires qui sont racontées sont assumées par des narrateurs différents. Alors, cette structure fait que, en tout cas potentiellement, l'auteur d'un roman fleuve, on n'appelle pas encore ces romans des romans fleuves, mais ils sont effectivement des romans fleuves, vous le voyez bien. Les auteurs de ces romans fleuves assument, dans les deux exemples que j'ai donnés, disons, la signature de ces textes. Ils se présentent comme les auteurs de ces textes, mais en même temps, on sait très bien qu'il est très facile de proposer des continuations de ces romans, des suites qui sont écrites par d'autres, et les romans les plus célèbres de l'histoire européenne du XVIIe siècle, comme par exemple le Don Quichotte, fait l'objet de larcins, véritablement, puisque
l'histoire de Don Quichotte est d'une certaine manière volée par un autre écrivain que Cervantes, et Cervantes va écrire la deuxième partie du Don Quichotte parce qu'il se sent obligé de récupérer son bien, si je puis dire, en tout cas de répondre à cette opération qui n'était pas évidemment légalement punissable, comme je l'ai dit, puisque les droits d'auteur n'étaient pas établis comme ils le sont, mais évidemment que moralement, on est déjà extrêmement attentif à la paternalité des textes. Et donc, quand vous voyez des séries télévisées ou des séries de films, je ne sais pas, prenons le cas par exemple de la série des James Bond, confiée à des réalisateurs différents de cas en cas, eh bien, on peut très bien voir ici une permanence de ce phénomène qu'on observe déjà dans ces romans. Quatrième observation, je l'ai déjà signalé, mais c'est quand même très important, évidemment, dans l'optique qui nous intéresse, ce sont des publications qui sont étalées dans le temps, alors plus ou moins longtemps. Le cas du Grand Cyrus est un cas tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas, d'un resserrement en quelques années d'une publication aussi monumentale, mais de toute façon, ces publications sont non seulement étalées dans le temps, mais les libraires, vous savez qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, on ne parle pas encore d'éditeurs, on parle de libraires ou d'imprimeurs, les libraires annoncent la sortie des volumes suivants, ce qui fait qu'évidemment, il y a une gestion de la chronologie en ce qui concerne ensuite l'organisation de la réception, mais évidemment, avant la réception, il y a l'achat des volumes qui intéressent prioritairement ces libraires. Donc des publications étalées dans le temps, et puis ce fait même provoque des effets d'attente auprès du public. On attend le volume suivant. Alors on l'attend avec passablement de patience dans le cas de l'Astrée, on l'attend de façon moins disons, tendu dans le cas du Grand Cyrus, puisque, comme je l'ai déjà dit, les volumes se succèdent assez rapidement. Et donc, on voit très bien que se mettent en place déjà des stratégies commerciales. Les pages de frontispice que je vous ai montrées, évidemment, font partie aussi de ces stratégies commerciales. On reviendra un peu tout à l'heure sur la question de l'identité de la série ou de l'identité des indices de particularité de la série avec d'autres exemples un petit peu plus tardifs. Donc vous voyez que même en se limitant à quelque chose d'extrêmement sommaire, parce qu'évidemment chacun de ces points mériterait à soi-même un long entretien, même en énumérant comme ça certains points, on voit que ces romans nous permettent de tirer des leçons qui nous intéressent. Alors, le deuxième exemple que je voulais citer, c'est celui de la Bibliothèque bleue. Or, vous voyez là tout de suite que c'est un monstre. Pourquoi s'appelle-t-elle la Bibliothèque bleue? Eh bien, comme vous le voyez ici, parce que ce sont des brochures qui sont imprimées sur un papier de très mauvaise qualité, le papier le meilleur marché qui puisse être, ce qui néanmoins signifie un papier très cher pour l'époque. Le papier était généralement extrêmement cher. Mais enfin, c'est publié sur un papier de très mauvaise qualité et chacune de ces brochures est recouverte d'un papier d'emballage que l'on utilisait dans le commerce pour emballer par exemple les pains de sucre, un papier d'emballage extrêmement grossier qui avait cette couleur un peu bleue, un peu verdâtre, et c'est comme ça que l'on a donné son nom déjà du temps des contemporains de cette entreprise, le nom de Bibliothèque bleue. Alors qu'est-ce que c'est que la Bibliothèque bleue? Eh bien c'est vraiment le plus grand fourre-tout de l'histoire éditoriale qu'on ait pu observer en tout cas à l'époque moderne. D'abord, vous voyez que c'est une publication qui a une longévité extraordinaire. C'est seulement cette fameuse modernisation de la presse dont je vous parlais tout à l'heure qui finalement a eu raison de cette collection.
ce sont chaque année plusieurs centaines de milliers de brochures qui sont imprimées et qui sont imprimées dans différentes villes de France. Le concept de la bibliothèque bleue a été inventé par 2 libraires à Troyes, mais assez rapidement, dans d'autres villes, on a imprimé des brochures selon le même format et le même concept. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque bleue? Eh bien, il y a tout. Il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui, j'aurais dû mettre des guillemets, des livres scolaires. C'est-à-dire que, évidemment, l'organisation des écoles étant ce qu'elle est à cette époque, il y a beaucoup de parents qui s'occupent eux-mêmes de la scolarisation de leurs enfants, et donc la bibliothèque bleue leur offre des aides, comme par exemple ici, vous le voyez, l'alphabet et instructions pour les enfants, ou bien, peut-être pourrait-il encore être utile aujourd'hui, un traité de la nouvelle orthographe française, et on en a des dizaines, des centaines, des milliers de cet ordre, l'arithmétique, la géographie, l'histoire, etc. Tout cela passe aussi par ces brochures de la bibliothèque bleue. Donc, livres scolaires, mais aussi des almanachs. Alors, bien sûr, on publie des almanachs séparément, mais la bibliothèque bleue s'empare de tout. Et donc, elle publie également des almanachs. Elle publie des guides pratiques, alors ça va depuis des conseils pour le maréchal Ferrand jusqu'à des petits guides de jardinage, un peu de conseils d'apothicaire ou voire même de médecine domestique. Donc des guides pratiques, mais vraiment de toutes sortes. Mais il y a aussi toute une production extrêmement intéressante de poèmes et surtout de chansons, sachant que dans un support qui est, si vous voulez, le témoignage écrit d'une culture qui est encore très grandement orale, la poésie et la chanson jouent un rôle considérable, puisque ce sont des formes qui se mémorisent, et donc il n'est pas nécessaire d'être alphabétisé pour les assimiler et les reproduire. Donc, énormément de brochures qui parlent qui diffusent des poèmes, des chansons. Donc là, vous avez 2 exemples que j'ai mis. Vous voyez qu'ici, on est à Caen, ici, on est à l'Hélice, là, on est à Reims, et ici, on est à Troyes. Alors, vous avez ici un almanach, vous avez ici le très célèbre cuisinier français, qui est le grand manuel de cuisine de l'époque moderne, qui va être en fait sans cesse complété pendant à peu près 200 ans. Et puis, par exemple, là, je les cite en dernier, mais ce ne sont pas les moins importants, ce sont les fameux romans de la Bibliothèque bleue, parce que la Bibliothèque bleue, justement, va mettre à la disposition de son lectorat, et je rappelle que c'est vraiment le lectorat de la culture populaire, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'une communauté va acheter quelques brochures et les quelques personnes qui savent lire lisent le contenu aux autres. On est vraiment dans cette pratique-là. Et dans cette pratique-là, on va faire lire ou écouter à un public extrêmement diversifié des romans de la tradition et notamment des romans de la tradition médiévale, des romans de chevalerie. Et là, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur cette question, mais c'est extrêmement fascinant et passionnant de voir que la culture savante des XVIIe et surtout du XVIIIe siècle éprouve à l'égard du Moyen-Âge un mépris absolument irrévocable, alors que ces romans de chevalerie, en fait,
en tout cas les intrigues des romans de chevalerie, parce qu'évidemment ce sont des adaptations, des réécritures, des résumés, etc. Enfin, les intrigues de ces romans de chevalerie sont diffusées auprès d'un public populaire et se maintiennent, ils vont être récupérés par les premiers philologues dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Donc, voilà quelques exemples de ce monument absolument formidable qu'est la Bibliothèque bleue, qui nous révèle toute une série de choses. D'abord, que dès le début du XVIIe siècle, on invente un format d'édition et un format qui va en fait permettre immédiatement l'identification de l'objet. C'est pour ça que je me suis arrêté tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi on l'appelle Bibliothèque bleue. C'est très important. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est la dissémination des lieux d'édition. C'est-à-dire, on a un objet, mais un objet qui est d'une certaine manière partageable. Mais il est partageable à condition que le public le reconnaisse. Encore une fois, ça n'est pas une question juridique. Il faut que le public le reconnaisse. Ensuite, troisième élément qui est extrêmement important et très différent des autres exemples dont on va parler ou dont on a déjà parlé, c'est le mode de distribution qui est tout à fait approprié à cet objet, qui est le colportage. Ce sont donc les colporteurs qui vont de village en village et qui cherchent à vendre, enfin ils y parviennent, comme vous l'avez vu avec les chiffres, à vendre ces brochures. Alors, il y a, j'ai répété je ne sais plus combien de fois déjà l'adjectif populaire, donc il y a un public qui est visé, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater, et c'est un peu pareil avec les séries télévisées les plus primitives ou les romans de gare, c'est assez curieux de voir que le public savant, de façon presque clandestine, va aussi s'intéresser à ces publications et, tout en faisant semblant de ne pas les lire, les consommer avec passablement de ferveur. Et donc on voit dans des bibliothèques d'érudits, on voit traîner, tout à fait par hasard, par accident naturellement, des brochures de la Bibliothèque bleue. C'est tout à fait intéressant, ça mériterait évidemment une analyse plus approfondie. Une autre chose qui est intéressante, c'est le contraste entre, d'une part, un contenu extrêmement varié, et puis, d'autre part, un format uniformisé. Là encore, évidemment, ce sont des observations qui nous permettent de penser passablement de choses ultérieures. Et enfin, mais ça c'est plutôt un rappel du point de vue, je dirais, de l'histoire culturelle, c'est qu'on a, avec la Bibliothèque bleue, le matériau le plus riche et le plus fiable pour quiconque veut étudier ce qu'on appelle la culture populaire. Et je pense qu'on pourrait en dire autant pour beaucoup de feuilletons dans la presse, de feuilletons de radio, de feuilletons télévisés, et ensuite pour les séries. Vous voyez, cette Bibliothèque bleue, elle nous apporte des enseignements qui viennent d'une certaine manière confirmer ceux qu'on a pu inférer du roman baroque, mais en apportant quelques nuances supplémentaires. Il va en aller de même avec mon troisième exemple, celui que j'ai appelé des séries cohérentes. Et pour cela, je vous montre d'abord à la suite les 3 dias qui concernent ces 3 séries. Et soyez attentifs aux dates. Donc d'abord le cabinet des fées, 1785-89, les voyages d'imaginaire, 1787-1789, et la Bibliothèque universelle des romans, 1775-1789. Alors, ne fétichisons pas la date de 1789, ça n'est pas une question politique, c'est que tout simplement le marché du livre s'effondre parce que les gens ont tout à fait d'autres choses à faire qu'à se préoccuper de vendre et d'acheter des livres. Mais c'est quand même très intéressant de voir qu'on a ici une période où vient se densifier le phénomène de ces fameuses séries cohérentes. Alors, le cabinet des fées, ce sont, comme vous le voyez, 41 volumes, 41 volumes qui sont chacun
qui présentent chacun 3 gravures magnifiques de l'excellent Clément-Pierre Marillier, un des tout grands graveurs de l'illustration du livre au XVIIIe siècle. Donc on a changé de catégorie par rapport aux brochures du cabinet des fées, naturellement, de la Bibliothèque bleue, pardon. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une cohérence générique, cohérence de genre. C'est un recueil de contes, des contes de la grande tradition des contes qui sont l'œuvre de très nombreux auteurs, on en compte à peu près une quarantaine. Il y a donc plusieurs centaines de contes qui sont publiés dans ce cabinet des fées, vous voyez par exemple que dans le prospectus qu'on publie en 1785, on dit notamment ceci: on considéra donc les contes des fées comme des ouvrages propres, soit à l'éducation de la jeunesse, soit à l'instruction des personnes d'un âge mûr. Donc vous voyez que la question du public qui nous préoccupe aujourd'hui est absolument explicitement désignée, ou comme susceptibles d'amuser agréablement toute espèce de lecteur. Leur collection ne peut manquer d'être accueillie, n'eût-elle encore que le mérite de réunir des membres épars qu'il est impossible de trouver et de reparaître à nos yeux comme une galerie de tableaux des meilleurs maîtres anciens dont on fait revivre les couleurs. Une chose qui m'intéresse tout particulièrement ici, c'est la réunion des membres épars. C'est une question évidemment très importante sur laquelle on va très brièvement revenir tout à l'heure. Observez bien cette page de titre du premier volume du cabinet des fées. Et comparez-la avec la page de titre du premier volume des Voyages imaginaires. Vous voyez qu'on a la même typographie, on a la même disposition, on a la même adresse. Bref, c'est la même entreprise. Et non seulement c'est la même entreprise, mais c'est le même rédacteur, parce que le libraire-imprimeur, c'est une chose, mais c'est le même rédacteur qui va publier Le Cabinet des Fées et Les Voyages imaginaires, et encore quelques autres séries à la même époque, qui s'appelaient Thomas Garnier. Donc ces Voyages imaginaires, je n'ai pas le temps de vous lire ces extraits du prospectus, parce que je ne veux pas abuser du temps qui m'est imparti, mais sachez que cette publication donc, comporte 36 volumes, eux aussi illustrés par Marillier. Ça ne vous étonne plus, puisque maintenant nous savons que c'est la même entreprise, donc on engage les mêmes collaborateurs, surtout quand ils assurent le succès. Et puis cette série des Voyages imaginaires, songes, visions et romans kabbalistiques, réunit donc une soixantaine de romans, des romans très longs qui occupent 3 volumes, comme par exemple Robinson Crusoe, parce que Robinson Crusoe, on publie la totalité et pas seulement le premier livre auquel en général on se limite quand on lit ce roman. Donc il y en a qui occupent plusieurs volumes, mais il y a des romans beaucoup plus courts. Il y a certains volumes qui contiennent jusqu'à une dizaine de titres. Donc une soixantaine de romans qui sont puisés depuis l'Antiquité, alors bien sûr Lucien de Samosate, jusqu'au temps contemporain de l'édition. Il y a des textes que même, par exemple, Louis-Sébastien Mercier écrit en 1788 spécialement pour un volume des songes, justement, ces fameux récits de rêve. Et puis un autre exemple, lui alors beaucoup plus monumental, c'est la Bibliothèque universelle des romans, toujours à la même époque, mais là ce sont 224 volumes, avec cette fois-ci, et c'est ce qui change par rapport aux 2 exemples que j'ai donnés précédemment, ce qui change, c'est que ce sont des extraits de romans et plus encore ce que les rédacteurs de la Bibliothèque universelle des romans appellent des miniatures, c'est-à-dire en fait des réductions des romans à l'essentiel de l'intrigue pour que le roman soit compréhensible en tant qu'il raconte une histoire.
Donc évidemment, massacre absolu du point de vue littéraire, mais c'est du point de vue de la mise en série, de l'uniformisation, du formatage, on a là une entreprise qui est absolument exemplaire. Alors l'idée de cette bibliothèque universelle des romans, c'est d'offrir au lectorat le panorama le plus complet possible de toute la production romanesque du monde, on va dire, civilisé, du point de vue évidemment de l'Europe du XVIIIe siècle. Et donc, on va remonter aux romans antiques, on va, cette fois-ci, de façon plus attentive et un tout petit peu plus sérieuse que pour la bibliothèque bleue, s'occuper des romans de chevalerie et globalement des romans du Moyen-Âge. Et puis ensuite, on va continuer dans une perspective d'ailleurs qui n'est pas, et ça c'est intéressant de le relever, qui n'est pas exclusivement française. Alors là aussi, le prospectus de la Bibliothèque universelle des romans nous permet, j'espère que vous avez eu le temps de lire un petit peu en m'écoutant, parce qu'on ne va pas avoir le temps de lire, parce que j'aimerais quand même pouvoir tirer quelques conclusions avant d'ouvrir éventuellement la discussion, si vous le souhaitez. Mais vous voyez que cette Bibliothèque universelle des romans est lancée, comme les autres, par un prospectus qui est publié dans tous les grands journaux qui existent, la Gazette de France, le Mercure, etc. Et ce prospectus fait une dizaine de pages. On a ici un des passages de la fin du texte de présentation de ce prospectus, où vous voyez que le texte nous fait une espèce de promotion du roman, parce que, évidemment, il s'agit de faire comprendre au public qu'en souscrivant à une série aussi monumentale, il aura du profit, un profit qui va dépasser le simple plaisir de la lecture, mais aussi d'une certaine manière un profit, je dirais, de construction de soi, de construction de soi dans un contexte culturel, etc. Et donc, vous voyez ici qu'en 14 ans, on va publier 224 volumes, ça veut dire qu'on en publie donc 16 par année, il faut les payer, le livre est très cher, et on s'est toujours demandé, au fond, qui était le public de cette Bibliothèque universelle des romans, jusqu'à assez récemment, où une historienne française a retrouvé dans un dossier mal classé de la bibliothèque de l'Arsenal, la liste des souscripteurs de la Bibliothèque universelle des romans. Et déjà, elle a pu nous expliquer qu'il y avait 3000 personnes qui avaient souscrit à cette collection, donc c'est quand même considérable, hein, quand vous imaginez le problème. Il faut avoir beaucoup d'argent parce que les livres sont très chers, et puis il faut avoir de la place chez soi, vu l'ampleur de la collection, une ampleur qui est annoncée immédiatement. Donc la table des matières est annoncée immédiatement dans le prospectus, et il faut dire que les rédacteurs vont se tenir à ce rythme de façon absolument exacte. Donc ces séries cohérentes, elles viennent nous apporter peut-être encore quelques enseignements supplémentaires. D'abord, ce que l'on voit très bien, c'est qu'elle favorise ce que j'appellerais, pour faire bref, la modélisation des genres littéraires concernés. Et évidemment que si vous réunissez des voyages imaginaires, même si vous ne trafiquez pas les textes, ce qui n'est pas garanti, mais enfin, même si vous ne trafiquez pas les textes, le simple fait de les publier dans une série en contiguïté avec d'autres textes qui sont désignés par la même étiquette de genre, eh bien, vous renforcez le genre. Et du point de vue commercial, si vous lancez une série qui s'intitule Voyages imaginaires, eh bien, vous savez qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un voyage imaginaire. Et donc, le genre, il est établi et il va être renforcé par une opération comme celle-ci. Ce qui est important aussi, et c'est ce que nous apprennent ces prospectus, c'est que la réception de ces séries cohérentes, cette réception, elle se fonde sur cette modélisation de genre. C'est-à-dire, on vise le public dont on sait qu'il va être friand des contes, qu'il va être friand des voyages imaginaires, qu'il va être friand
plus généralement des romans. Et donc, ce que l'on observe par ailleurs, avec cette densification à la fin du XVIIIe siècle de ce genre d'entreprise, ce que l'on observe, c'est que ce principe d'uniformisation, eh bien, il va gagner les séries en tant qu'ensemble. Et donc, d'une certaine manière, comme on l'a très bien vu de manière spectaculaire avec ces 2 pages de titre, on va voir apparaître des séries de séries. Et bien sûr que là encore, c'est quelque chose qui n'a pas perdu de son actualité. Ensuite, et là j'aimerais bien pouvoir m'arrêter, mais je vous laisse réfléchir vous-même à ce point, ces séries, elles instituent un rapport particulier entre les unités qui constituent la série et le tout. Alors on sait très bien que c'est un des principes les plus passionnants de la problématique même des séries, mais vous voyez ici que la question, quand vous mettez, je ne sais pas, le diable amoureux de Cazotte dans les voyages imaginaires et romans kabbalistiques, eh bien, est-ce que vous noyez ce chef-d'œuvre dans une immense collection? Est-ce que vous le dévoyez parce que vous le faites ressembler à des textes que vous avez arbitrairement choisi de publier en même temps que lui? Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce texte-là du fait du voisinage que l'on a construit autour de lui? Donc là, c'est évidemment une question absolument centrale. Pour ce qui est des romans, de la Bibliothèque universelle des romans, et c'est ce que je vous disais à propos des miniatures, et là, évidemment, je fais un clin d'œil à Raphaël Baroni, ces séries, elles focalisent l'attention du lectorat sur l'intrigue, comme si l'intrigue était, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais comme si l'intrigue était un élément, je dirais, exclusif de l'intérêt que l'on peut porter au roman. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est l'établissement et le respect d'un rythme régulier dans les livraisons. On annonce tant de volumes par année et on le réalise. Et enfin, il y a des règles qui sont édictées et les prospectus nous montrent cela très bien. Combien ça coûte, où est-ce qu'on peut acquérir les volumes, comment est-ce qu'on va se les faire acheminer, etc. Donc il y a des règles, d'abord pour la production et puis ensuite pour la diffusion de ces séries. Alors je vais conclure rapidement avec ces brèves observations. Il y a dans ces 3 exemples que je viens de vous montrer, donc les romans baroques, la bibliothèque bleue et les séries cohérentes, il y a quelques traits qui vont rester durables dans la problématique même de la sérialité. Alors ces traits, je vais les énumérer un peu rapidement, en vous laissant peut-être le soin d'y réfléchir, ou éventuellement on pourra prendre 5 minutes pour en discuter. Donc il y a des indices d'uniformisation, le titre, la typographie, le format, les illustrations, les paratextes, c'est-à-dire les commentaires du rédacteur qui introduit chaque fois son texte, et puis même dans beaucoup de cas, comme dans la Bibliothèque universelle, des interventions de rédaction. Donc uniformisation. Ensuite, la régularité, on en a parlé déjà, l'émulation et la prolifération, les séries génèrent des séries, soit que la série ayant du succès se prolonge, saison 1, saison 2, saison 3 et ainsi de suite, soit qu'elle donne des idées à d'autres producteurs. Les séries génèrent des séries, c'est un phénomène bien connu. Ensuite, il y a toutes ces stratégies de captation d'un public qui ont évidemment changé aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les mêmes instruments, les mêmes supports, le même public et ainsi de suite. Mais le fait même de penser des stratégies de captation du public est une donnée absolument fondamentale de la série. Ensuite, le modèle d'intrigues ouvertes avec ces fameux dispositifs qui permettent des reprises, des variations, des rebondissements, des suspensions, des dédoublements, et puis dans la construction des discours narratifs, des histoires dans les histoires, dans les histoires, dans les histoires, le principe de l'enchâssement. Et donc, se pose déjà à cette époque la question d'une part de l'autonomie et d'autre part de la dépendance des unités de la série par rapport à la série elle-même. Voilà.
Je vous remercie. Est-ce qu'on a le temps de discuter un peu? En tout cas, on a le temps de vous remercier pour ce parcours vraiment passionnant. Je pense qu'on prend le temps de 5 minutes de questions, parce que ça vaut la peine. Je vois Raphaël impatient. Je voulais souligner une chose qui est intéressante entre les deux dernières diapositives, l'idée des modèles d'intrigue, de mettre en évidence le fait que la série met en avant l'intrigue et qu'en même temps l'intrigue est ouverte, montre que aussi les modèles d'intrigue très planifiés, très fermés, qui ont dominé dans le champ du formalisme pendant très longtemps, assez peu. C'est une sorte de paradoxe. Chaque fois qu'on parle des séries, on dit, on voit que c'est l'intrigue qui domine. Et d'un autre côté, quand on regarde, on dit, mais l'intrigue, c'est généralement la planification, la clôture, la forme déjà planifiée. Et en fait, on voit que ça ne marche pas, parce qu'en fait, ce qui définit probablement l'intrigue, c'est justement son ouverture. Je trouve ça intéressant. Et je voulais dire, j'étais passionné de découvrir la bibliothèque bleue, je ne connaissais pas du tout. Et en particulier, parce qu'évidemment, quand on dit bibliothèque bleue, on pense à la bibliothèque rose et à la bibliothèque verte. Et qui, en fait, sont des modèles qui ont certains points communs, à savoir que... Absolument. C'est assez intéressant, je pense aussi aux travaux de Mathieu Le Tourneux, qui donne l'impression que finalement la sérialité se construit en modèle de culture médiatique au moment de la marchandisation de la culture, sur la base d'une reproduction. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et maintenant, de plus en plus, j'ai l'impression que le contraire, un peu du contraire, à savoir que le début du 19e siècle marque, enfin l'entrée de l'arrivée du roman feuilleton, marque en fait le moment où la sérialisation prend une couleur, disons, industrielle ou commerciale, qui fait que pour se démarquer, une certaine production adopte des modes de production qui sont au contraire construits sur l'idée de l'œuvre unique, close, enfin bref. Et donc, en fait, c'est plutôt l'industrialisation a plutôt créé cette idée d'un roman fermé, d'une œuvre complète, etc. C'est quand même plus facile à vendre un volume que 224. Hein. Voilà. Mais je voulais juste dire une chose aussi, je pensais aux périodiques de bande dessinée. En fait, ce caractère extraordinairement, disons, hétérogène de la bibliothèque bleue, qui a priori, quand on le voit arriver, on se dit, mais c'est pas vraiment de la série, puisque c'est pas un feuilleton au sens où on l'entend, en fait, correspond exactement au type de contenu qu'on avait dans les périodiques de bande dessinée des années 50, 60, etc. À savoir que c'était, éditorialement parlant, il y avait un petit peu des fictions, il y avait des séries éducatives, il y avait vraiment beaucoup de matériaux qui n'étaient pas que de la bande dessinée, qui étaient effectivement des sortes de séries de textes éducatifs. Et donc ça fait vraiment penser vraiment à ce oui, absolument. Il y a des liens vraiment très intéressants à créer entre ces différents jeux. C'est plus des commentaires. Merci. Valérie. Merci beaucoup pour cette présentation qui donne cette profondeur historique à notre notion de série. Moi, j'étais interpellée par le prospectus de la Bibliothèque universelle des romans. Et puis, je me demandais dans quelle mesure, c'est vrai que tu nous as bien présenté les logiques commerciales, pratiques qui président à l'élaboration de ces séries. Et je me demandais si on pouvait lire dans ce prospectus aussi une volonté, je ne sais pas, idéologique ou politique. Enfin, il me semble que c'est un prospectus qui pose la question de la création d'une opinion publique, parce qu'on utilise le mot nation, on utilise le mot citoyen, qui sont quand même des mots connotés dans un régime monarchique où, parce qu'on s'est déjà demandé ce que lisent les gens en dehors de la cour. Donc là, il semble qu'il y a quelque chose qui relève de la volonté d'une opinion publique, enfin, dont Madame de Staël déplorera l'absence après la... Oui, mais c'est très étrange parce que, bon, d'abord, il faut rappeler que ce prospectus ne date pas de 1789, mais de 1774. Hein, il lance la publication. Donc, de voir le mot citoyen dans ce prospectus, il faudrait faire attention de ne pas le lire comme si ça avait été écrit 15 ans plus tard. Mais évidemment, ce n'est pas ce que tu suggères, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut savoir que les deux piliers de la Bibliothèque universelle des romans sont deux aristocrates de très ancienne noblesse, hein, le marquis de Paumy et le comte de Tressan, qui sont extrêmement fiers de leurs origines, et qui sont des érudits aristocrates assez typiques de cette époque.
et qui sont très très loin de penser à de quelconques réformes dans l'ordre politique. Mais on est effectivement dans un positionnement où on ne parle pas de politique, on essaye de promouvoir une entreprise à la fois sociale et littéraire, et ça nous pousse d'une certaine manière à penser à notre public et un peu, sans le faire exprès, à entrer dans je dirais, des prémices d'une pensée politique, mais qui ne seraient absolument pas assumées par les sujets en question. Alors, rapidement, une dernière. Je rebondis en partie sur ce que c'est l'activité bleue, je trouve une question très pratique. Est-ce que c'était uniquement en français ou est-ce qu'on a trouvé quelque chose dans langue régionale? Non, alors en langue régionale, non. En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si on en tout cas en patois gruyérien, par exemple, on n'en a pas trouvé. Mais par contre, ça a fait des émules en Allemagne, en Angleterre, il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à cela. Donc c'est un modèle qui a été imité. Mais en fait, pour vous dire très honnêtement, je ne sais pas répondre à votre question. Parce que, mais en fait, c'est une question qui est très, très centrale parce que on est encore très, très loin d'une situation où il s'agit d'unifier la nation dans sa langue et d'empêcher la pratique des patois ou des langues régionales. Donc ce serait assez légitime de voir paraître des brochures, je ne sais pas, en breton, en basque, pourquoi pas, mais franchement, je ne sais pas répondre à votre question. Ce qui signifie que c'est vraiment le moment d'arrêter la discussion. Merci encore.